Salut et bienvenue dans EXP. Alors si vous suivez assidûment la chaîne, vous êtes très certainement au courant de l'arrivée des pubs sur nos lives. Vous savez également que malheureusement ce n'est pas suffisant pour financer entièrement la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Role Playing Gang, on a décidé de vous présenter un tout nouveau service baptisé EXP Boutique, dans lequel on va vous proposer différents items susceptibles de changer radicalement votre vie, Moguri. Tout à fait, Médoc. Et on enchaîne d'ailleurs tout de suite avec notre Vente Flash qui est en quelque sorte le fil rouge de l'émission, n'est-ce pas, Médoc? Et qui concerne ce mois-ci la bague plus 1. Alors, Moguri, qu'est-ce que la bague plus 1? Eh bien, je vous propose de regarder tout de suite notre vidéo de présentation. Vous en avez ras-le-bol de passer pour un loser dans votre vie quotidienne? Marre de ne pas pouvoir bénéficier d'un bonus de plus 1 dans toutes les situations? Alors adoptez dès maintenant la bague plus 1. Mise au point par les plus grands rôlistes américains du monde entier, la bague plus 1 est constituée d'un alliage spécialement conçu pour donner plus 1 à son porteur, et ce, dans toutes les situations. C'est génial! Grâce à la bague plus 1, j'ai pu jouer à Final Fantasy XV. Plus 1 à la cantine, plus 1 à tous les jeux vidéo et plus 1 centimètre pour vous, messieurs. Alors n'hésitez plus, la bague plus 1 est pour vous. Alors si j'ai bien compris, en plus de conférer des bonus de plus 1 à toutes nos stats de base, à tous nos attributs de base, c'est-à-dire force, dextérité, charisme, etc., cette bague plus 1 donne plus 1 dans toutes les situations? Exactement, Médoc. Et j'en profite pour préciser que cette vente flash est limitée dans le temps. Alors dépêchez-vous de commander vous aussi votre bague plus 1. Mon petit doigt me dit qu'il n'en reste plus beaucoup, Médoc. Alors, on vous rappelle que pour commander, il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro qui s'inscrit en bas de votre écran. On va enchaîner, Moguri, avec le prochain item qui, je le pense, est susceptible de plaire aux mères célibataires. Salut, ça va? On commence ces courtes news avec de la puissance et du plaisir. Dark Souls, la suite spirituelle de Demon's Souls, se dévoile un peu plus avec ce tout nouveau trailer qui nous donne un avant-goût de la violence qui nous attend. On sait maintenant que les pièges seront nombreux, vicieux et bien souvent fatals. On sait également qu'en plus de la PS3, le jeu sortira sur 360. On sait enfin qu'il est prévu pour octobre 2011. Bref, on sait ce sur quoi on va se faire plaisir d'ici quelques mois. On continue ces news et on baisse d'un level dans la brutalité avec la sortie de Final Fantasy IV Complete Collection. On vous en aurait bien fait une critique, mais le titre distribué par Square Enix est évidemment soumis aux contraintes que vous commencez à connaître et qui nous saoulent, restrictions d'image, tout ça. En revanche, on se privera pas de vous conseiller de jeter un œil à cette compile qui regroupe deux gros jeux. FF4 bien entendu, avec des graphismes refaits et du contenu bonus en termes de donjons et de quêtes annexes, ainsi que The After Years, l'épisode se déroulant 17 ans après les événements du 4 et sorti sur WiiWare en 2009. Également disponible dans cette collection, mais cette fois en exclusivité, l'épilogue de FF4 qui fait le lien avec The After Years. De la bonne compile en somme, susceptible de raviver des bons feelings avec Cécile dedans. I am Theodore of the Red Wings. Découvrez un monde mystérieux. On vous en parlait dans le dernier EXP. Voici le trailer français de Solato Robo qui annonce définitivement sa sortie chez nous cet été. Mais lorsque s'agite le spectre de la guerre, la technologie devient un pur outil de destruction. Capable de réduire en cendres les mondes les plus merveilleux. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que Captain Obvious en personne s'est chargé de la voix off. Et on termine ces news avec de l'inhabituel, puisqu'on va parler de The Witcher 2, Assassins of Kings, attendu dans le monde entier pour le 17 mai. Le titre sera vendu sous 3 formes différentes. Une version premium contenant déjà pas mal de goodies comme l'OST, le making-of, une carte du jeu, un manuel et un guide. Les jeunes qui suivent auront remarqué qu'en termes de contenu, cette édition premium, qui est vendue au prix d'un jeu normal, se part du contenu d'une édition collector. Vient ensuite une version dématérialisée, vendue à un prix similaire à la version premium, qui donnera accès pratiquement aux mêmes goodies, mais en imprimable. Et enfin, une version que tous les Crust fans prendront certainement, la version collector.
Elle est présentée comme la version la plus riche jamais vendue. De quoi être sceptique au premier abord, mais une fois qu'on a vu la liste, on est conquis. En plus de tout le contenu de l'édition premium, on aura un artbook, des stickers, un petit sac contenant 5 dés, des cartes à jouer, un guide pour tricher à ces derniers, et cerise sur le strudel, une fucking sculpture de la tête de Gérald de Rive, imitation marbre. Les précommandes du jeu donnent quant à elles accès à tout un tas de DLC différents, dont les détails se trouvent évidemment sur le site officiel de Namco Bandai. Pour terminer, ceux qui kiffent l'univers de The Witcher seraient bien inspirés de rester avec nous. On vous en reparle un peu plus tard dans l'émission. I'm no avenger of orphans, no executioner for hire. I'm a Witcher. Je crois que le prochain item devrait vous plaire, Moguri. Vous êtes un rôliste, n'est-ce pas? Effectivement, Médoc. Et vous aimez être dérangé par des amis ou des collègues lorsque vous jouez sur une longue partie? Pas vraiment. Et je ne me gêne pas pour leur dire d'ailleurs. Mais du coup, vous passez pour une personne qui ne nique pas et qui n'a pas de vie sociale, n'est-ce pas? Effectivement. Et c'est un problème. Mais est-ce vraiment évitable, Médoc? Eh bien, j'ai peut-être la solution pour vous, Moguri, et pour vous aussi d'ailleurs. Il s'agit du CD audio RPG, le Real Personal Guests. Le nom me plaît déjà. Attendez de voir la vidéo de présentation, vous allez être bluffé. Et vous aussi. Si vous êtes un rôliste, vous savez qu'il n'est pas toujours évident d'allier vie sociale et RPG. C'est la raison pour laquelle le Role Playing Gang vous propose d'adopter dès aujourd'hui le CD audio Real Personal Guests. Disposant d'une bande-son de plus de 1000 ambiances différentes, le CD audio RPG créera l'illusion d'une vie sociale complète et épanouie. Allez, lâche ton téléphone et viens faire la fête, on n'attend plus que toi. Ay, caliente. Au bout d'une semaine d'utilisation du CD audio RPG, les résultats sur un rôliste standard sont tout simplement époustouflants. N'attendez plus et commandez dès maintenant notre CD audio RPG. Alors, la question que j'ai envie de poser, Médoc, c'est est-ce que ce CD audio RPG est personnalisable? Parce qu'en effet, c'est bien beau, mais il faut que ça marche pour tout le monde. Alors, très bonne remarque, Moguri. Effectivement, le CD audio RPG est complètement personnalisable et vous allez vous-même nous le prouver. Alors, c'est très simple. Quand je vais vous dire top, vous allez dire votre nom. D'accord. Top. Moguri. Voilà, maintenant, si vous voulez bien, on va se mettre en situation. Donc, je vais vous appeler et vous allez tenter de créer l'illusion en gardant une certaine dignité d'un point de vue social. D'accord. Mettons-nous en situation. Donc, Très je bien. vous appelle. Donc je joue, hein. Je suis en train de jouer. Vous jouez, vous êtes sur Voilà. FF12 D'accord, oui. contre Yazmat. Voilà, très bien. Vous n'avez pas envie de se J'ai faire pas envie, déranger. Ah. Allô? Allô, Moguri? Ouais. Ouais, vas-y, arrête de faire le cafard. Sors de chez toi, viens, on va se donner dehors. Non, je peux pas là. Non, je peux pas, je suis en train de niquer. Genre, mytho. Ah, attends. Et alors là, simplement, approchez le combiné, n'ayez pas peur. D'accord. Et là, vous appuyez. Prends-moi. Moguri. C'est totalement bluffant. N'est-ce pas? Et alors, maintenant, qu'est-ce que... Alors là, vous pouvez raccrocher, c'est bon, vous D'accord. avez créé l'illusion, voilà. Et donc, est-ce que c'est sans danger, Médoc? Alors, le CD audio RPG est complètement inoffensif. C'est merveilleux, je veux le même à la maison. Pas de problème, Moguri, simplement, laissez-en pour nos téléspectateurs qui peuvent bien évidemment le commander en appelant le numéro qui s'inscrit en bas de l'écran. Alors maintenant, le prochain item, Moguri, est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être? Bien sûr, Médoc, je pense qu'il s'agit d'un item qui intéressera tout particulièrement les amateurs du genre. Ah, les rêves. Combien se sont penchés dessus dans l'espoir de les décrypter ou de les interpréter. Certains disent que quoi qu'il s'y passe, au final ça veut dire qu'on veut faire des trucs bizarres avec sa mère et tuer son père. Moi je dis bullshit. Bullshit parce que je vois pas ce que les licornes multicolores et leurs amis bodybuildés que j'ai vus hier soir ont à faire avec mes vieux. Et bullshit parce que Dragon Quest VI a prouvé scientifiquement que c'était bien plus compliqué que ça. Parfois, ça veut dire qu'il y a un démon qui fout le bordel et qu'il vaut mieux agir fissa si on veut pas que le monde tombe sous sa domination. Alors on se prépare, on sort son kit d'Inception et son totem, des fois qu'il y a un doute, et on plonge allègrement dans l'univers onirique d'un des meilleurs épisodes de la série, pour la première fois localisé en Europe sous vos yeux ébahis.
Il y a des RPG comme ça, ils ont décidé qu'ils en avaient rien à foutre. Genre Dragon Quest VI, il commence cash par l'assaut de ce qui ressemble clairement au dernier donjon. Comme ça, tout de fucking go. Alors on assiste au dernier feu de camp avant la bagarre finale, et on voit les coéquipiers échanger quelques mots avec un héros évidemment muet. Malgré l'ambiance forcément un peu tendue, un feeling cosy ne peut s'empêcher de s'installer, parce qu'on sent la team unie par des liens que seule une longue série d'aventures épiques façon Heroic Fantasy peut créer. Seulement, s'attaquer au dernier donjon dès le début du jeu, ça reste totalement stupide. Et l'équipe se fait donc décimer vite fait bien fait par l'infâme Murtor, notez le nom de vicieux, qui les transforme tous en pierre. Heureusement, ce n'était visiblement qu'un rêve, et l'espèce de Sangohan médiéval qui fait office de personnage principal se réveille brusquement dans son village paisible. Un village paisible situé sur une île volante, notez. Sans avoir le temps de se poser de questions, il est alors chargé d'aller récupérer une couronne sacrée indispensable à la célébration d'une fête quelconque. Là d'un coup, le cliché s'installe et on se sent un peu plus à l'aise. Et quand le héros se retrouve projeté dans un univers parallèle en tombant dans un trou, on sait que l'aventure commence vraiment. Et si elle s'avère extrêmement plaisante, cette aventure reste un peu moins originale que celle des 2 précédents volets de la série. La narration éclatée de Dragon Quest IV et la succession de générations du 5 laissent place à un déroulement beaucoup plus classique, même remis dans le contexte de la sortie du jeu original en 1995. On se contente ici d'enchaîner des quêtes plus ou moins importantes comme un bon samaritain, en se formant une équipe au passage, tout en faisant des allers-retours réguliers entre le monde réel et l'univers parallèle des rêves. La trame principale avance certes tranquillement de son côté et boucle de très belle manière la trilogie Tenku no Shiro, mais DQ6 est peut-être l'épisode qui a fait passer la série de locomotive du JRPG à conservatrice hardcore, un statut conservé jusqu'à la sortie récente du 9e épisode sur DS. Reste que le tout se suit en l'occurrence sans problème, et même avec bonheur si l'on sait encore apprécier les scénarios old school servis par une mise en scène sobre. Tout comme la narration, le gameplay de Dragon Quest VI sentait déjà légèrement le réchauffer à la première sortie du jeu. Les épisodes précédents avaient assuré les innovations, celui-ci s'était en quelque sorte chargé de les compiler et faisait donc office de best-of. Mais il y a quand même carrément pire qu'un best-of Dracoé époque 8-16 bits, alors on va pas s'amuser à se plaindre. Quoi qu'il en soit, on évolue ici en terrain connu, surtout si l'on a fait les 2 précédents remakes sur DS. L'exploration et les combats obéissent exactement aux mêmes règles et il faudra donc encore une fois se plier à une fréquence de bataille assez élevée et une difficulté passant plus par l'écart de niveau que par la complexité intrinsèque des affrontements. Au rang des nouveautés, on remarque tout de même l'apparition d'un monde sous-marin à visiter en plus des 2 dimensions déjà existantes, ainsi qu'une des nombreuses versions du système de job traditionnel des DQ. Cette fois-ci, le principe est d'attribuer une classe à chacun de ses combattants pour lui faire gagner de nouveaux skills en accumulant les victoires et finalement lui donner accès à de nouveaux jobs plus efficaces. Un principe qui rappelle évidemment celui du 9e épisode, même s'il apparaît dans une version un peu plus balisée, puisqu'à chaque personnage correspond tout de même un profil type immuable. Ainsi, Laura restera par exemple toujours une frêle magicienne incapable de manier l'épée à 2 mains. La maîtrise de nouveaux métiers ne sert donc ici qu'à offrir de nouveaux sorts ou capacités à ses guerriers, mais ne permettra en aucun cas de les personnaliser entièrement. Qu'à cela ne tienne, ça n'empêche pas d'enchaîner les combats comme un affamé tant le tout fonctionne bien. On a beau avoir déjà vu 1000 fois ce système de tour par tour en vue subjective, le fait est que quand c'est bien calibré, c'est toujours efficace, même en 2011. Tout aussi efficaces sont les à côté traditionnels de la série, qu'on retrouve encore une fois avec plaisir, même si ça fait 25 ans qu'on se farcit les mêmes ennemis, les mêmes armes, les mêmes casinos, les mêmes mini-médailles et à peu près les mêmes musiques. On regrettera tout de même que la classe dresseur de monstres, présente dans le jeu original, ait été réduite dans ce remake à une quête annexe beaucoup moins complète. Souvent considéré comme un des tout meilleurs volets de la saga, Dragon Quest VI tire ses défauts comme ses qualités de son manque d'originalité par rapport à ses prédécesseurs. Moins surprenant à sa sortie, il est aussi parfaitement carré. Tout y est savamment dosé et calibré, et pour peu que l'on soit encore sensible au charme du JRPG 90s, on y plonge la tête la première pour un bon paquet d'heures de plaisir pur. Ce remake lui rend toute la justice qu'il mérite, et se permet même de rehausser légèrement la technique déjà impeccable des 2 épisodes précédents. Aucune raison de se priver donc, que ce soit par curiosité, pour redécouvrir un hit qui a su se faire un nom à une époque où Final Fantasy VI
et Chrono Trigger sévissait encore, ou pour déchiffrer une partie de la pierre de Rosette du JRPG. Ah, j'ai mal aux épaules. Vous avez encore fait la fête toute la nuit. Non, même pas. J'ai joué aux jeux vidéo toute la nuit et du coup, je me retrouve avec tout un tas de courbatures. Ah, c'est gênant. Mais attendez, car je pense avoir exactement ce qu'il vous faut, Médoc. Accrochez-vous, c'est révolutionnaire. Regardez. Vos longues soirées devant un RPG commencent à avoir raison de vos épaules? La douleur des courbatures empiète sur votre plaisir de jeu? Inutile d'endurer autant de souffrance pour jouer aux jeux vidéo. La meilleure solution, c'est notre coussin Final Phantasm. Développé par des experts en calfeutrage, le Final Phantasm a l'avantage de sculpter votre corps tout en vous fournissant le meilleur des conforts. Un double bénéfice dû à son design très particulier. Avant, j'étais bête. Depuis que j'utilise le Final Phantasm, j'ai complètement changé d'avis sur les coussins. C'est génial! Alors, arrêtez d'être triste et adoptez dès maintenant le coussin Final Phantasm. En plus, pour tout achat d'un coussin Final Phantasm, recevez gratuitement un set de dés estampillé Role Playing Gang ainsi qu'un sac elfique sans fond pour les ranger. Alors très agréable le coussin Final Phantasm. Et alors je voudrais montrer quelque chose. Alors où est la caméra? Où est la caméra? Voilà, elle est là la caméra. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi sur le cuir, c'est magnifique, de la haute définition, Médoc. De la très haute définition. Et si je puis me permettre, son pH est très doux. Son pH est très doux. Regardez comme c'est magnifique. Et alors, la chose intéressante avec le coussin Final Phantasm, c'est que d'un côté, vous avez Sephiroth. Tout à fait. Et si l'on tourne le coussin, ah, Cloud. Ah, c'est cocasse, parce que ce jeune homme s'appelait Hervé dans ma partie. Ah. Mais alors, par contre, Médoc, j'ai une question. Est-ce que c'est sans danger? Et alors, je crois savoir, Moguri, que cet item bénéficie d'une réduction spéciale, n'est-ce pas? Tout à fait, Médoc. Une réduction spéciale de 20% sur le prix d'achat en plus de l'item est réservée à toutes les personnes disposant d'une carte de membre du Role Playing Gang. Alors n'hésitez plus, j'ai bien dit 20%, dépêchez-vous, achetez tout de suite le Final Phantasm en appelant le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et en appelant ce même numéro, on vous rappelle également que la bague +1, la vente flash de cette émission, est toujours en vente. Je crois savoir qu'il n'en reste plus beaucoup, Moguri. Alors, précipitez-vous. Pour le prochain item, Moguri, je vais vous demander d'aller directement nous le chercher dans la cave du Role Playing Gang, s'il vous plaît. Très bien, Médoc, je prends les escaliers. Quand j'ai confié à Pierre, le jeune stagiaire à la chevelure elfique, que je n'avais jamais touché à The Witcher, quelque chose s'est brisé en lui. Il n'avait jamais autant pleuré depuis ce jour où il a entendu parler des dauphins qui meurent en s'étouffant avec des sacs plastiques. C'était tragique, vraiment. Il se demandait comment j'avais pu passer à côté d'un des meilleurs RPG de tous les temps. En plus, c'est pas comme s'il s'agissait d'un énième titre où l'on incarne des jeunes pré- ou post-pubères. Non, là c'est The Witcher. Le jeu mature, celui où si tu offres des roses à la bonne paysanne, elle sait te remercier autrement qu'avec un bisou. Trouvons un endroit qui siera davantage à votre beauté. Et c'est précisément ce genre de truc qui m'intéresse. Je vois. Enfin pas que, hein. On ne va pas résumer The Witcher à ses scènes de fesses. Mais c'est vrai que Pierre a su choisir l'aspect susceptible de capter mon attention, et donc celle de la jeunesse. Si je n'étais lesté de malheur, je nagerais volontiers avec vous. À l'origine était CD Projekt, une petite société polonaise fondée en 1994 qui a fait ses armes en traduisant et en localisant pour la Pologne puis pour l'Europe centrale des jeux comme Baldur's Gate, Icewind Dale et Planescape Torment. Là déjà, on peut se douter que les mecs, ils savent de quoi ils parlent en termes de RPG. C'est en 2002 qu'est lancé CD Projekt Red, une unité de développement interne, et fin octobre 2007 que sort le premier jeu du studio, The Witcher. Bien avant d'être un jeu vidéo, The Witcher était une saga écrite par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, dont le succès n'avait à l'époque presque pas retenti du côté de nos frontières.
Vous comprendrez mieux plus tard pourquoi on parle des romans. L'univers de The Witcher est de fibre médiévale fantastique. On note d'ailleurs la présence des abonnés du genre, elfes, nains, chevaliers, prêtres, rois, etc. Et bien qu'à première vue, l'environnement ait l'air très classique, une patte inhabituelle inspirée par les légendes slaves vient bien vite surprendre votre sens du goût. Le personnage incarné est Geralt de Rive, un sorceleur. Bon là, si vous avez vu la Minute du Geek sur Elric, vous reconnaîtrez le look cheveux blancs et épée dans le dos. Un sorceleur, c'est un homme amélioré à grand renfort de mutagène, dont la fonction est de tuer des créatures monstrueuses moyennant finance. Le tout afin de protéger ses anciens congénères humains, qui eux ne font appel aux sorceleurs que lorsque c'est absolument nécessaire, ces derniers étant coutumiers de la vie de mercenaires mal aimés. L'histoire du jeu se situe chronologiquement à la suite de celle des romans. Le joueur incarne le personnage central de la saga qui souffre d'amnésie. Cette facilité scénaristique assumée par l'équipe de développement lui a permis de mettre en place une histoire propre au jeu. Le joueur devra donc en quelque sorte reconstruire l'identité de Geralt de Rive, et cette réécriture n'aura de cesse de se confronter à des connaissances de Geralt, voire des proches qui ne manqueront pas de lui rappeler qui il était avant de perdre la mémoire. Cependant, même si les fans de la première heure du Loup Blanc ont pu recréer un Geralt de Rive tel qu'ils l'ont connu, le joueur néophyte peut influencer sur la nature du personnage lors de multiples événements où il est nécessaire de choisir le moindre mal. Et les occasions ne manquent pas, car dans un univers aussi réaliste, il est extrêmement difficile de rester neutre face à des conflits raciaux ou culturels. Saurez-vous payer le prix de la neutralité, ou laisserez-vous vos opinions et votre vécu IRL dicter votre conduite virtuelle ? Je vous conseille de partir calmement. Un défenseur des non-humains! Bon, passons maintenant à des choses plus terre à terre. Geralt peut utiliser des armes ramassées sur les morts, lancer des signes, la magie utilisée par les sorceleurs, ou bien se servir de l'un de ses deux glaives, avec l'un des 3 styles de combat disponibles. L'un rapide pour vaincre les ennemis agiles, l'autre puissant pour les plus résistants, et enfin le style groupe pour, les groupes. Un game system typé action RPG des plus classiques, mais néanmoins efficace. Il est également à noter que les deux glaives sont différents, l'un est en argent, tandis que l'autre est en acier. Et là, si vous êtes naïf, vous vous dites que le glaive en argent, c'est pour les monstres, et celui en acier pour les humains. Non, les deux sont pour les monstres. Geralt peut aussi cueillir des plantes et collecter des composants sur les monstres qu'il aura oxy, afin de créer des élixirs qui lui permettront d'améliorer temporairement ses aptitudes physiques ou magiques, ou d'autres à usage plus secondaire comme voir dans le noir ou enlever la gueule de bois. Et ça vous servira, croyez-le, parce qu'il vous arrivera de devoir donner de la bouteille pour corrompre certains personnages. À plus tard. Sont également présentes des quêtes secondaires comme battre tous les bagarreurs professionnels des tavernes ou vaincre au poker au dé les plus grands joueurs de Vizima. Les dialogues, quant à eux, ont une place importante dans l'évolution du jeu, l'interaction avec les personnages étant indispensable. On notera une quête où l'objectif est de déceler des traîtres par interrogatoire à l'aide de preuves ou de dialectiques. Les graphismes et la réalisation d'une manière générale n'ont pas trop mal vieilli pour un jeu sorti en 2007. On regrettera cependant le faible nombre de skins pour les PNJ peu importants, et on aura assez rapidement la certitude que cette vendeuse de viande de l'acte 1 a une sœur jumelle qui travaille dans l'administration dans l'acte 2. Le prendrez-vous en pitié? Toutefois, ce manque de texture est compensé par la diversité de leur personnalité. En effet, environ 140 profils différents existent, tous pour définir les actions des personnages que l'on croise, cela allant du simple badaud au garde de la ville, en passant par le cantonnier, le jardinier, la laveuse de linge, le noble, la courtisane, le jongleur, le musicien, les enfants et l'habituel prophète fou. Nous sommes tous des pécheurs! C'est entre autres ce genre de détail qui fait la différence entre un bon et un mauvais RPG. Dans The Witcher, les PNJ sont vivants et ont un comportement logique. Quand il pleut, ils vont se mettre à l'abri. La journée, ils travaillent. Le soir, ils rentrent chez eux pour dormir. Ils n'ont pas un rôle de panneau à distribuer des quêtes. Ça, il y en a un devant l'entrée des tavernes. On a l'impression en jouant à The Witcher, non pas de jouer à un simple RPG comme il en sort à l'appel, mais bel et bien de mettre un pied dans un univers cohérent et réaliste, et d'accéder à un prisme à travers lequel le joueur verra des choses bien familières. Des problèmes sociaux comme la sécurité physique des prostituées des bas-fonds, le racisme envers les non-humains, la montée du communautarisme, ou même la vie sentimentale et sexuelle du personnage. Embrassez-moi. D'accord. Ce traitement de sujets sérieux est à l'origine présent dans les romans de l'auteur, et a été fort bien adapté par les développeurs. On notera d'ailleurs la présence d'une référence au faux ouvrage « Les protocoles des sages de Sion », incarné dans le jeu par le pamphlet contre les non-humains. Le tout au milieu de beaucoup d'autres références littéraires, cela va de soi. Et pour peu qu'on ait lu les romans ou les nouvelles, on repère très vite les multiples références qui y sont faites. Ce qui est une forme de privilège, oui, élitiste, peut-être. Mais au lieu de crier au loup, vous devriez mettre votre nez dans les écrits de Monsieur Sapkowski.
On ajoute à cela une mention spéciale pour la musique, dont la composition, les multiples influences, la précision de son incorporation et l'usage d'une multitude d'instruments inhabituels en font un vrai facteur d'immersion. Bref, The Witcher mérite largement sa place au panthéon des RPG. Son environnement tiré d'une saga reconnue rend l'immersion et l'identification très enrichissantes, et on ne peut qu'attendre avec impatience la sortie de The Witcher 2. L'existence de ce jeu a par ailleurs prouvé au monde entier que des pays comme la Pologne, qui ne sont pas connus pour leur production vidéoludique, sont tout à fait capables de se faire une place dans l'industrie du jeu vidéo. Let me tell you how Geralt escaped from prison. Surrounded by foes, guarded like a young princess's chastity, it looked like the Witcher was in there for good. But Geralt found a way. Guard! Why are you hollering? Do that again or we'll shut you up. Maintenant que les jeunes n'ayant pas eu la chance de vivre l'expérience The Witcher en savent plus, plongeons-nous plus avant dans cet univers extrêmement riche en compagnie du producteur Thomas Gopp, qui a eu l'amabilité de répondre à quelques-unes de nos questions concernant The Witcher 2. Un titre évidemment attendu par une communauté exigeante, les rôlistes, et donc susceptible de générer du stress auprès de l'équipe de développement, la suite d'un jeu culte n'étant jamais facile à introduire. I think that everybody who liked The Witcher 1 will definitely be a fan of The Witcher 2, because the way we approached doing The Witcher 2 after finishing The Witcher 1 was, okay, so let's see what people have to say about our game. Then we gathered everything that both fans, community and the media had to say about the game, and then we said, okay, so there are some praises, let's improve these features, let's not change them, and there are some complaints, some remarks, and let's redesign those. So for example, story was written in the same manner. It's a brand new story, it's a huge, bigger story, but it's still non-linear, really full-bodied RPG story, so it was good, and it's going to be good in The Witcher 2 as well, but some people complained about combat and redesigned it. Une refonte au niveau du système de combat donc, motivée par les retours des joueurs, mais également par la volonté des développeurs de partir sur de nouvelles bases, comme nous l'explique Thomas. The most challenging aspect of doing The Witcher 2, I think while doing The Witcher 2 Assassins of Kings, on the beginning of that game, we already knew that to do the game that would be better than The Witcher 1, we had to write our own engine. So in many terms and in many aspects, this step was like a leap of faith. We have to do, okay, it's a huge one, it's a challenge. I mean, it's a lot of work and we don't even know if it's going to work out in the end, but let's try. We did, it worked, and but it was a challenge. There were two main reasons why we have redone the combat system for The Witcher 2. The first one was that because The Witcher 1 was based on the BioWare's Aurora engine, more or less, but in the end the combat was turn-based. It wasn't a fluid real-time combat. So we thought that we definitely wanted to have a real-time combat, and this was one reason why we had to redo it for The Witcher 2. And the other reason was that there were people who thought the combat in The Witcher 1 was really advanced, really complex, but for some people it was too hardcore, too difficult, not intuitive enough. So what we've done, we definitely wanted to satisfy people that liked the combat from The Witcher 1. So there's at least as much complexity and depth and advanced features in a combat in The Witcher 2. You can utilize really advanced tactics, mixing stuff and approaches towards fighting with your opponents. But on the other hand, if you are the kind of guy who doesn't like advanced stuff in the combat, you can choose easy difficulty setting and it will be really easy for you. You will be able to like mash your button through most of the combat and you will get out of this. And on the other hand, since it is a real-time combat, you can mix anything, sword, magic, items, bombs, traps, everything. You can do it in a real time however you see fit. It's just really good toy to play with. L'histoire quant à elle s'inscrit toujours dans cet univers créé par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, connu pour ses œuvres définitivement orientées Heroic Fantasy, et mettra une nouvelle fois en scène Géralt de Rive, le sorceleur aux cheveux blancs.
The story and the storyline in The Witcher 2 Assassins of Kings is the main feature of the game, so I do not want to spoil you what actually happens in the game, but I can tell you that Assassinations of Kings are going to be the main plot in the game, and the main hero, Geralt of Rivia, is going to find out who is behind it, what are, I don't know, emotional, political, or some other reasons behind it, and what actually happens if it tries to interfere and maybe save the world again. He never wants to do that, but he's just forced to do it from time to time. À l'instar du premier volet, The Witcher 2 proposera aux joueurs différentes manières de résoudre les conflits, ce qui évidemment influera d'une certaine manière sur le déroulement du jeu. Un aspect non linéaire que l'on trouve difficilement dans les JRPG, mais qui relève pratiquement de l'obligation dans bon nombre de titres occidentaux. We do not have to put non-linearity in the game in The Witcher 2, it's just that we think non-linearity is the best way to create a game that has like a dual approach. On one hand, we, the developer, writes the story and narrates the story throughout the game, and we give people the possibility to experience the adventure. But on the other hand, because of the non-linearity level, people choose their own kind of story, their own way through this story, and in this way they shape, they carve their own path, and it's kind of like a feedback. They tell us their own story, and we are really anxious to see which kind of a story, which approach through the non-linear storyline of The Witcher 2 will be the most favorite one, or it will be equal. Everybody will choose, like the people will split between 16 different groups because we have 16 different endings. We'll see. Si cette philosophie de la non-linéarité se retrouve effectivement dans des titres comme Dragon Age, Mass Effect, The Elder Scrolls ou encore Fallout, CD Projekt Red, le studio en charge du développement, tient tout de même à rappeler fièrement et à juste titre ses origines d'Europe de l'Est. Même si cette position de créateur de RPG est difficile à tenir face aux grosses productions américaines et japonaises. I would imagine that it would be difficult for anyone to do a game so-called in the middle, between the Far East, where you have Final Fantasy and all these JRPGs, and between the West, where you have Dragon Age, Mass Effect, and all these games that represent the Western style of playing. I mean, normally it would be, but we were lucky enough, and we were in a comfortable situation because we had books of Andrzej Sapkowski, we had non-generic fantasy world. It's been well described in a lot of books, and it's really solid and consistent world that basing a game upon was quite easy. And in that terms, it really worked out well for us. And we did a game that is good, consistent, it has a great story. I mean, we were lucky to write a really good story that people liked, but the world is consistent because we base it on a world that's already been described, that is bound by rules that worked in the books. So in that case for us, it wasn't that hard. Une situation qui ne leur a donc pas vraiment posé de problème. Reste à savoir si The Witcher 2 saura rallier les fidèles et convertir les nouveaux à l'occasion de sa sortie le 17 mai prochain. Ah, et il y aura la critique dans le prochain EXP. Ouais, on est comme ça. Alors Moguri, est-ce que vous connaissez le principe de level grinding ? Oui, Médoc, il me semble que c'est cette pratique qui consiste à enchaîner les combats pour accumuler de l'expérience, mais je dois vous avouer, Médoc, que ce n'est pas mon activité préférée. Et qu'est-ce que vous me diriez si je vous disais qu'il est désormais possible de faire du level grinding sans pour autant en avoir les désavantages ? Mais je vous dirais banco. Eh bien dites banco, Moguri, puisque voici le Sinnoh 2000. Présentation. Si vous aussi vous en avez marre de perdre du temps sur vos RPG favoris à cause de longues séances de level grinding, optez pour le Sinnoh 2000. Avant, lorsque je jouais trop longtemps, je finissais par m'endormir, oubliant parfois de sauvegarder. Aujourd'hui, je n'ai plus ce problème, et tout ça grâce au Sinnoh 2000. Né d'une fusion entre une mondialisation abusive et des conditions de vie moyennement confortables, le Sinnoh 2000 est capable de leveler pour vous, et ce, quel que soit le RPG auquel vous jouez. C'est génial! Lost Odyssey, Disgaea 1, 2, 3, 4, les Shin Megami Tensei, Tactics Ogre, le Sinnoh 2000 s'occupe de tout votre leveling, mais pas seulement. La foudre et les papillons de FF10, les alchimiracles de DQ, la quête des chocobos de FF9 et bien d'autres encore. Et comme si ce n'était pas suffisant, lorsqu'il est placé dans une baignoire ou à proximité d'un point d'eau, le Sinnoh 2000 fabrique des nems. Alors n'hésitez plus et procurez-vous au plus vite le Sinnoh 2000. Mais alors, Médoc, quid du caractère complètement raciste de cet item ? Alors attention, raciste et esclavagiste. Raciste et esclavagiste, effectivement. Tout à fait. Eh bien, Moguri, je dirais que ce ne sont pas mes problèmes,
mais bel et bien ceux d'Alex Pilote. Alors, comment ça fonctionne le Sino 2000? C'est très simple, je vais vous montrer, démonstration. D'accord. Alors, je suis en ce moment même sur une partie de Lost Odyssey. Donc, Lost Odyssey avec ce problème de leveling que vous connaissez bien. Oui, très rébarbatif. Exactement. Très long, ouais. Et donc, là, j'arpente les niveaux, un petit peu galère. Et alors là, regardez. Là, il commence, voilà. Et là, j'ai rien à faire. Et alors, sans rien faire. J'ai strictement rien à faire. Il a déjà assimilé tous les mécanismes. Il a déjà pris ses marques, il est chez lui. Il est chez lui et je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu hier et il est déjà opérationnel. Et alors, Médoc, est-ce que c'est sans danger? C'est complètement inoffensif. Magnifique. Voilà, alors on va le laisser tourner encore quelques instants. Le temps de rappeler notre vente flash de ce mois-ci, la BAC+1. Donc la BAC+1, alors comme on peut le voir, elle est essentiellement constituée de matériaux. De matériaux? Tout à fait, de matériaux. Donc une très belle bague qui confère un bonus de +1. Il faut le rappeler, un bonus de +1 dans toutes les situations. Croyez-le, je l'ai moi-même essayé et ça marche. Alors, on rappelle que pour commander cette bague ou tout autre objet de EXP Boutique, il vous suffit d'appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Alors, le prochain item, Moguri, est-ce que vous pouvez aller plus avant dans sa description? Bien sûr, Médoc, il s'agit d'un item qui, je pense, intéressera tout particulièrement les amis des bêtes. 戦闘システムは白騎士物語シリーズを継承。多様なスキルを使いこなし戦場を駆け抜ける。変身。主人公に託された大いなる力を用いて新たなる変身デンフォースとなって戦え。最大4人での協力プレイのほか多彩なマルチプレイ要素を搭載。 Once mighty kingdom of Ebb has fallen into ruin. The noble 10th Legion that protected our lands for centuries has been hunted and destroyed. Unless the Legion can be born anew, our kingdom will be lost.知らなかった。街の外がこんなにヤバいとこだったなんて。ルーク、下がって。あなたじゃ人は切れないでしょ。いろいろ不満もあるでしょうが、なんとか協力の決心をしていただきたいですね。勘違いすんなよ。おめえをかばったんじゃなくてイオンをかばっただけだからな。やろう、てめえぶっ殺すって悲鳴上げてましたものね。イオン様は黙っててください。これで決めますわ。ノーブルロー。先輩、そんな勝負はするもんじゃないぜ。くらえ。 Voilà Moguri, cette EXP boutique s'achève ainsi. Merci de l'avoir présenté avec moi. Mais tout le plaisir était pour moi, Médoc. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve évidemment le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien.
Bon alors là, zéro appel, personne, rien. Rien du tout. Mais putain, mais je comprends pas quoi, sérieux, mais... Pourtant les items qu'on vend, ils tuent quoi. On a des purs items, je sais pas. Attendez les gars, ce qu'on vient de tourner, est-ce que c'est en direct? Bah non. Non. Et alors toujours rien, hein.